Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous recevons Antoine Quezada, coach, formateur et trader. Bonjour Antoine. Bonjour Anne-Laure. Alors, vous êtes spécialiste de l'analyse technique. On va s'intéresser plus spécifiquement au marché d'échange et à l'euro-dollar. Mais vu l'évolution du CAC récemment, quelle est votre analyse du marché français actuellement ? Eh bien, la semaine dernière, je faisais l'analyse du CAC justement et du DAX allemand. Le CAC s'était rapproché, avait même atteint un gros support que tout le monde avait identifié, qui était un canal horizontal avec comme support la zone des 5240, pardon, 5240 de mémoire, je n'ai pas le graphique là sous les yeux. 5240, effectivement, un gros support, mais qui semblait être en voie d'être cassé. Et il a été à peine cassé et le marché a malgré tout tenu. C'est-à-dire qu'en ce moment, on sent que les supports, à la grande surprise, de beaucoup d'investisseurs et d'analystes, y compris de la mienne. Hein. Bon, je ne pense pas que le rebond qui a commencé aille très très loin. Alors, soit durable. On a malgré tout pu remarquer, je voulais parler justement aujourd'hui de certaines figures chartistes qui sont vraiment d'actualité en ce moment. On a remarqué une épaule-tête-épaule inversée sur le CAC 40, justement sur cette zone-là, mais en chandelier japonais de 1 heure ou 2 heures. C'est-à-dire que durant toute cette semaine écoulée, on a eu la cassure effectivement du 5240, un rebond, un creux un petit peu plus bas puisqu'on est allé à 5220 de mémoire, et la cassure de ligne de coup qui a permis une délivrance d'un potentiel de hausse. Un potentiel qui était estimé, si on regarde 100% du potentiel de la figure chartiste, et je crois qu'on y est en ce moment, hein, on est sur les 5355 là. Voilà, alors les 5360 de mémoire, hein, je vous le dis comme ça de tête, représentent les 100% du potentiel théorique d'une figure en épaule-tête-épaule inversée, donc qui s'est déroulée tout au long de la semaine, donc sur du court terme malgré tout, et qui, bon, je pense qu'on aura quand même du mal à franchir ces seuils, à dépasser les 5360. Les 5360, tout à fait. Merci beaucoup pour cette analyse. Alors maintenant, on s'intéresse au marché d'échange et à l'euro-dollar. L'euro qui était quand même bloqué, qui reste bloqué entre 1,16 et 1,17, qui se rapproche de 1,17 là depuis hier. Est-ce qu'on va continuer d'évoluer dans ce range ? Quelle est votre analyse sur cette paire euro-dollar ? J'ai eu à maintes reprises l'occasion de parler de l'euro-dollar sur des chandeliers de moyen terme, hein, puisque ce n'est pas de l'intraday. Vous expliquez un peu plus les figures. Tout à fait. Donc là, vous avez le graphique qui, lui, n'évolue pas énormément. C'est un graphique en mensuel, donc forcément, c'est du long terme. Et on voit bien que l'euro-dollar, il a été coiffé sur la partie supérieure sur les 1,25,5 à peu près. Hein. Donc c'est le dernier sommet en date. Avant cela, il avait rebondi donc sur un support, hein, sur un gros support autour des 1,03, hein, sur son plus bas annuel en quelque sorte. Donc là en mensuel, on voit, et je l'avais évoqué à plusieurs reprises, que nous avions dans un premier temps une espèce de figure en double creux qui a été cassée par le haut, et c'est la résistance ici qui maintenant est devenue support, et ce segment bleu que j'ai tracé ici en très épais. Donc cette figure en double creux en mensuel libérait un potentiel qui devait nous amener sur les 1,30. Et j'ai eu à maintes reprises l'occasion de dire que ce 1,30, il ne pouvait pas en tout cas être atteint tant qu'on ne casserait pas l'oblique baissière que nous avons là sous les yeux. Et cette oblique baissière, moi je l'avais déjà, bon, elle était facilement identifiable puisqu'elle passait déjà par 3 points hauts, et que lorsque nous étions déjà à l'époque à 1,17, c'était en décembre dernier, il était très probable qu'on allait buter sur cette oblique. C'est-à-dire que la figure chartiste, qui est un double creux ici, qui libère un potentiel qui est la largeur de ce canal, en quelque sorte reporté à la hausse, ne pouvait pas donner 100% de ce potentiel. Et effectivement, donc on est coiffé sur les 1,26, sur cette oblique qui maintenant, évidemment, devient une résistance qui n'est plus à 1,26, puisque c'est une oblique par définition. Hein. Donc ici, effectivement, le marché il a rebondi, là je me rapproche un petit peu plus du court terme, il a rebondi à maintes reprises sur le gros support des 1,15 que tout le monde avait identifié, qui est factuel en fait, hein, le 1,15. Alors il n'y a pas si longtemps, alors je pense que là on pourrait peut-être passer au graphique en hebdomadaire, voilà. Hein, donc ce gros support que vous avez ici en bleu, hein, qui est le report de ce que j'ai tracé sur le mensuel, là nous sommes en hebdomadaire, ce gros support, donc, matérialiser une zone autour des 1,15 sur laquelle on a rebondi à plusieurs reprises.
à un moment donné, on est même allé plus bas, et d'ailleurs c'était pour moi le seuil le plus important à maintenir, à préserver, c'était cette fameuse oblique que j'ai tracée ici en bleu. Enfin, elle est très légèrement oblique. Hein. Elle a été enfoncée, on est allé jusqu'à 1,13, c'était le mois dernier, hein. Mais on n'a pas clôturé en dessous. Vous savez que les figures chartistes, elles ont besoin d'être validées, souvent par des clôtures au-dessus ou en dessous d'une ligne de coup. Hein. Donc là, elle a été traversée, mais la clôture en hebdomadaire, si on regarde le chandelier japonais, elle s'est faite au-dessus de cette ligne de support qui passe par les 1,14. C'est pas validé, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que temporairement, le marché, là, il tient. Il tient. D'ailleurs, ici, on remarque que l'on a aussi une figure, mais de très long terme, en épaule, tête-épaule, dont la ligne de coup, c'est-à-dire dont le gros support passe, et cette ligne bleue que j'ai tracée ici. Alors, effectivement, on ne l'a pas cassé au sens où on n'a pas clôturé en dessous, c'est-à-dire que le marché n'a pas eu la volonté de rompre. Et pourquoi? Parce qu'il y a des forces acheteuses qui sont situées sur ce seuil-là, tout simplement. J'ai eu l'occasion d'évoquer à maintes reprises la divergence haussière classique qui passe ici sous la courbe du prix, et donc avec un segment qui descend sous la courbe des prix et un segment qui monte sous l'indicateur stochastique, qui pour moi est une matérialisation d'un excès baissier et potentiellement un retournement haussier. Et effectivement, j'avais évoqué, et c'était il y a 2 semaines, puisque la semaine dernière je n'avais pas parlé de l'euro-dollar, mais nous étions sur la phase où nous avions tapé la moyenne mobile à 20 unités de temps qui est ici, qui est le trait en pointillé que l'on voit descendre sur le graphique, qui à ce moment-là était sur les 1,1790 de mémoire, qui maintenant est un petit peu plus basse, hein, puisque effectivement la moyenne mobile à 20 unités de temps est sur une tendance baissière. Et effectivement, le rebond qui a eu lieu sur ce gros support, qui empêche donc l'épaule tête-épaule de long terme de se valider, parce que si elle venait à se valider, c'est-à-dire si on venait à casser ici un hebdomadaire en clôture sous ce segment bleu, qui maintenant va représenter le 1,14 et le plus bas de la dernière bougie qui est le 1,13, en fait il faudrait clôturer, je dirais maintenant, sous le 1,13 pour à ce moment-là valider une figure de retournement très puissante et surtout de long terme, malheureusement je vais dire, parce que on serait certainement parti, ça n'est pas encore totalement impossible dans les semaines et les mois qui viennent. On partirait à ce moment-là vers le bas du canal et à ce moment-là on pourrait revenir sur les plus bas annuels que l'euro-dollar a connus, c'est-à-dire les 1,03, etc. Alors, on n'en est pas du tout là, puisqu'il y a eu ce fameux rebond très puissant malgré tout, avec cette divergence haussière classique. Alors là, on est quasiment sur la grosse résistance des 1,17, 1,1750 qu'il va falloir franchir pour libérer un petit potentiel de hausse. Et comme je l'ai fait depuis plusieurs semaines, ou ça fait déjà plus d'un mois, même en votre présence, j'estime toujours à 1,20 guère mieux à 1,20 l'objectif que je fixe sur l'euro-dollar. Si le 1,1750 si le 1,1750 est franchi en clôture, et plus précisément en fait si la moyenne mobile 20 qui est ici est franchie en clôture, puisqu'à ce moment-là, bon là ça fait l'objet d'une partie de ma méthode, c'est-à-dire que je vais utiliser des figures chartistes bien entendu, mais pas seulement. J'ai besoin d'autres ingrédients qui viennent augmenter la probabilité de ces figures. Sinon, effectivement, il suffirait de lire un bouquin d'analyse technique, bon, ce qui n'est pas idiot de le faire, hein, puisque ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde, l'analyse technique. C'est vrai. Un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué parce que c'est pas inné forcément, mais ça s'apprend. Mais moi, j'y ajoute des conditions pour augmenter la probabilité de ces signaux techniques. C'est tout l'intérêt de créer une méthode. Sinon, effectivement, il serait relativement aisé de gagner plus souvent qu'on ne perd. Or, l'expérience montre qu'il y a différents facteurs qui viennent peser sur l'efficacité d'une démarche sur les marchés. Donc bref, ici, on bénéficie de la divergence haussière classique et donc d'une figure aussi de retournement haussier, mais à plus court terme. C'est pour ça que là, je vous invite à passer sur le journalier, parce que c'est ça qui m'a donné envie de parler de ces figures aujourd'hui, parce qu'on est dans un contexte où
on se retrouve avec énormément, sur différentes unités de temps, de figures de retournement en épaule-tête-épaule ou en épaule-tête-épaule inversée. Bon, ça, ce sont des figures très connues, et il se trouve que là, on est dans une situation, une configuration de marché où on retrouve énormément ces figures, ce qui n'est pas anodin, c'est-à-dire que les marchés parfois butent sur des gros supports, ils semblent rebondir avec des figures de retournement de court terme. À ce moment-là, c'est ce que fait le CAC. C'est pour ça que ce petit retournement haussier, je ne lui vois guère de potentiel très important. Certaines autres figures, mais toujours en épaule-tête-épaule ou épaule-tête-épaule inversée sur du plus long terme, elles auraient besoin d'être validées, ce qui n'est pas le cas. J'ai parlé également la semaine dernière du DAX, qui lui aussi se trouve aujourd'hui dans une configuration potentielle de retournement baissier importante. Mais là aussi, on n'a pas encore validé cette figure. C'est-à-dire on n'a pas encore clôturé sous la ligne de signal, entre guillemets. Sur le DAX, donc de mémoire, j'y vois une épaule-tête-épaule, pas inversée, mais une épaule-tête-épaule, c'est une figure de retournement, dont la ligne de coup à l'heure actuelle passe sur de mémoire sur les 11 600 points. Et on avait cassé la semaine dernière les 12 000 points, qui était un support psychologique, mais aussi un support oblique. On s'aventurait vers ces 11 800, mais là aussi, léger rebond avec le CAC. Donc, effectivement, ce sont des figures de long terme cette fois-ci. Ça n'est pas du tout invalidé, puisque potentiellement, la clôture, selon moi, en hebdomadaire, sous les 11 600 points du DAX, je donne ces chiffres de mémoire, mais je crois, validerait une figure de retournement très puissante et de très long terme. Alors, encore une fois, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, on n'en est pas là, mais il y a énormément de figures, épaule-tête-épaule ou épaule-tête-épaule inversée, qui sont en construction. Certaines se sont validées, le CAC notamment, à court terme, encore une fois, hein, sur la semaine ça a été fait. C'est-à-dire entre la création de la figure, la construction de la figure, la validation du signal et l'atteinte de l'objectif. Alors ici, alors du coup pour l'euro, qu'est-ce que... Alors voilà, donc sur l'euro ici, donc là on est en journalier, on voit là aussi une figure de retournement haussier. Oui. C'est-à-dire une épaule, tête-épaule inversée, qui au départ a commencé comme un double creux, puisque souvent une épaule, tête-épaule inversée, c'est un double creux qui ne s'est pas validé en tant que figure de retournement et qui a provoqué sur la ligne de résistance, et donc ici la ligne de résistance, on la voit bien, c'est le 1,17, 1,1750, sur laquelle on a tapé à plusieurs reprises, on est redescendu et là on s'en est approché. Et on s'en est approché hier à l'occasion donc de la réunion de la BCE, où effectivement là l'euro-dollar est reparti à la hausse. Il est clair que c'est pas gagné la cassure, hein, mais on s'en approche et avec des outils bon, que je ne vais pas évoquer ici, qui sont de ma méthode, avec des éléments qui pourraient constituer une augmentation de la probabilité de la cassure de cette figure. Donc en clair, il faudrait clôturer au-dessus de cette ligne rouge que j'ai tracée ici, qui est la grosse ligne de coup de cette épaule tête-épaule inversée. En même temps, ça doit correspondre, il faudrait le regarder, mais en hebdomadaire, à la moyenne mobile 20 que j'évoquais tout à l'heure, avec la divergence haussière classique. Et à ce moment-là, si on clôturait au-dessus, effectivement, ça va délivrer un potentiel de hausse. Mais limité à 1 euro, alors, 1,20 $. Moi, je le vois à 1,20 $ parce que, bon... par expérience, déjà quand on casse une figure de ce genre, le marché a tendance à buter sur les 50% du potentiel d'objectif. 50%, voire 61,8%, qui sont des paliers de Fibonacci très connus, très puissants, que j'ai eu l'occasion de tester et retester. Et donc ici, le 1,20, vous voyez, correspond à peu près à 61, entre 50 et 61% de Fibonacci. Et ça n'est pas le hasard, et on se rend compte que ce 1,20 correspond aussi à 23,6% de baisse par rapport à un retracement de plus long terme qu'on a vu sur l'hebdomadaire. Et ce 1,20 correspond également à la première épaule de l'épaule tête-épaule en hebdomadaire qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que le 1,20 risque de constituer une grosse résistance. D'accord. Ouais. Et ce rebond, s'il y avait un rebond au-dessus de 1,1750, c'est à très court terme ? Alors c'est relativement proche, hein, puisqu'on n'a jamais été aussi proche de cette... Alors l'1,17 a été tapé, mais là... Depuis hier en fait, hein, c'est pour ça que je voulais parler de l'euro-dollar aujourd'hui. Effectivement, à la faveur donc de la confiance qu'a pu donner Mario Draghi lors de la réunion de la BCE hier, l'euro a bien réagi et donc il semble, si on en juge par la figure,
graphiquement parlant, il semble vouloir vraiment s'approcher, en tout cas taper. Alors il y aura forcément des prises de bénéfices sur cette résistance, parce que c'est un seuil très identifié, je ne suis pas le premier à le voir, bien que ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que je vous parle du 1,20. C'est-à-dire que j'ai extrapolé avec mon hebdomadaire et différents éléments de ma méthode un potentiel théorique que j'ai pu estimer à 1,20. Et donc la construction ici laisse à penser qu'effectivement dans les jours qui viennent, on pourrait franchir ce seuil. Alors il y a toujours le 1,18 qui est le 1,1850 qui va être aussi une grosse résistance, mais comme par hasard, alors que ce n'est pas un hasard ici, ce 1,1850 correspond à 23,6%, c'est-à-dire un ratio de Fibonacci de l'extension au-dessus de cette ligne de cours. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grande cohérence dans les graphiques et l'utilisation des paliers de Fibonacci pour me conforter dans mon analyse. Bon, mais alors, voilà. On en reparle dans une semaine alors. Dans une semaine, voilà. Merci Antoine Quezada, coach, formateur et trader. Merci.